Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième webinar avec Camille Coulon qui va se présenter, qui va vous dire qui elle est. Et après, c'est Camille qui va faire tout le déroulé de l'atelier aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite un super webinar. C'est à toi, Camille. Donc bonsoir les étudiants, bonsoir à ceux qui sont connectés, puis bonsoir à ceux qui nous regarderont en replay. Donc je me présente, moi je m'appelle Camille Coulon, je suis conseillère en création d'entreprises et projets innovants, et donc je travaille à la CCI du Loiret. Donc la CCI du Loiret, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc nous sommes en fait la maison des entreprises. On accompagne les 30 000 entreprises qui relèvent des secteurs commerce, industrie et services. Donc prestation de services aux particuliers, prestation de services aux entreprises. Et donc on est là pour les représenter et les accompagner à toutes les étapes de leur vie sur des moments de création d'entreprise, des enjeux de développement, mais également les sujets de la transmission d'entreprise, quand par exemple un dirigeant d'entreprise est amené à prendre sa retraite et qu'il est donc amené bien à céder son entreprise. Et puis au niveau de la CCI Loiret, vous avez un dispositif qui s'appelle The Place by CCI, The Place by CCI 45, puisqu'on appartient voilà, à un réseau régional d'incubateurs. Et donc, parmi les missions de l'incubateur, eh bien, il s'agit d'accompagner les projets d'innovation qui peuvent être portés par des porteurs d'idées, qui peuvent être portés par des startups et des entreprises également qui souhaitent se développer par l'innovation. Et donc, vous avez un The Place by CCI dans toutes les CCI de la région Centre-Val de Loire. Donc voilà pour la présentation. Vous êtes quelques-uns, je crois, vous êtes connectés ce soir. Je voulais vous laisser la main si vous pouvez me dire un petit mot pour m'indiquer eh bien qui vous êtes, quel est le projet que vous développez sur Créa Campus. Et puis ce soir, on va parler, comme le disait Thierry, du business model Canvas. Je voulais savoir si vous connaissez déjà cet outil, si vous en avez déjà entendu parler. Pour vous, voilà, qu'est-ce que c'est que ce fameux business model Canvas dont on va parler ce soir? Donc, à vos micros, à vos claviers. Et puis, Thierry, tu pourras aussi te Oui, faire le porte-parole des étudiants, puisque je n'ai pas accès à ceux qui écriraient dans le chat. tout à fait. Donc effectivement, il y a Ting Ting qui est en BU. Donc surtout, Ouais. n'hésitez pas à répondre sur le chat et je le transmettrai Bon. à Camille. Peut-être, Ting Ting, en deux mots, voilà, qui es-tu, qui êtes-vous, et puis quel est le projet sur lequel vous travaillez dans Créa Campus? Je pense que Ting Ting va écrire. Et il y a Maud aussi qui s'est connectée. Maud, peut-être que tu peux prendre la parole. Eh ben, Maude, Oui, on vous écoute. bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est à vous, Maud. Euh, alors, j'ai été venue la semaine dernière pour l'étude de marché, donc je reviens là pour savoir un peu du coup comment financer le projet. D'accord. Donc, Le projet, quel est-il? ah oui, avec ma collègue, on veut créer une application pour les étudiants pour qu'ils soient autonomes financièrement avec des codes promo, etc. En gros, relier plusieurs applications en une. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole à la suite de Maude? Alors, j'ai Ting Ting qui est ami. Je suis en Master 2 à l'Université d'Orléans avec Jules. On travaille pour euh, c'est écrit Mourachabier, c'est ça? Ou c'est une erreur, je ne sais pas, le Mourachabier. Bonsoir, je me Bonsoir. permets Oui, rebondir sur ce que vient de dire Tintin. On oui, travaille ensemble du coup sur ce projet-là. ouais. Et pour bien le dire, c'est Moucharabier. D'accord, je connais pas, donc c'est pour ça. Tu peux Et nous en dire plus? est-ce qu'on... Ouais, Ouais, du coup, mon projet à la base, c'est s'en inspirer pour l'utiliser dans nos climats plus européens et locaux. Et en fait, à la base, le moucharabier, c'est une cloison en bois tourné ajouré. Donc, c'est ce qu'on retrouve principalement dans les pays du Moyen-Orient. Vous pouvez retrouver beaucoup en Égypte, précisément au Caire. mm, C'est typique de là-bas. Et du coup, voilà, moi, m'en inspirer pour essayer de l'adapter à
à l'architecture locale, vernaculaire de la région. Ok. Eh ben super. Effectivement, oui, maintenant, oui, je vois exactement les cloisons parce que tu l'avais présenté. Mais tu vois, c'est le nom que j'avais pas retenu, c'est moucharabier. Et en tout cas, merci. Tu vois, ça nous permet d'apprendre des mots. Avec Est-ce plaisir. est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Non, tout le monde l'a pris On a puisque fait le tour. on a fait le Ok. tour. On a fait le tour. D'accord, ça marche. Merci. Donc ce soir, effectivement, donc on va parler du modèle économique d'entreprise. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Quelle est la définition? Et vous allez voir, Maud, qu'il n'y a pas uniquement une dimension financière quand on appréhende le sujet du modèle économique de l'entreprise, puisqu'en fait, on va faire référence à un outil qui s'appelle donc le Business Model Canvas et qui est très utilisé en stratégie d'entreprise pour clarifier en fait et présenter le modèle économique de l'entreprise. Donc j'en dis pas plus puisque l'objet effectivement de ce webinaire va être de vous présenter l'outil pour que vous puissiez ensuite l'utiliser pour votre projet et l'intégrer ensuite eh bien, à votre business plan qui sera donc à rendre au mois de mars dans le cadre de Créa Campus. Avant toute chose, peut-être pour revenir sur l'entrée en matière et peut-être faire un petit rappel, je voulais revenir avec vous très rapidement sur les étapes de la construction d'un projet d'entreprise et donc vous questionner quelles sont pour vous eh bien, les étapes incontournables qui vont conduire vers la préparation et ensuite vers le lancement d'une entreprise. Maud, qui avait la main et le micro. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on passe? Par quoi on passe? Eh Ouais, ben, par regarder déjà les plus et les moins. Pouvoir faire un plus et un moins. ouais. Quoi d'autre? Hmm, Les étapes avant de se lancer dans la création d'entreprise, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour préparer son projet? je sais pas trop. Alors, si je vous dis que tout projet de création d'entreprise, il naît d'abord d'une idée, Ah oui, que ok, vous d'accord. nous avez Ah oui. effectivement exposé en vous présentant tout à l'heure et qu'on s'assure effectivement que l'idée et l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat va matcher avec la situation personnelle d'un futur chef d'entreprise, ses contraintes, son organisation personnelle. Et l'idée, c'est déjà de faire le point sur soi et se dire, est-ce que effectivement je suis prêt à me lancer dans le projet entrepreneurial? Ça, c'est la base. Et puis, eh bien, on va ensuite travailler sur l'étude de marché. L'étude de marché qui permet effectivement de vérifier la faisabilité commerciale de son projet de création d'entreprise. Et c'est ce que vous avez vu sur le webinaire précédent animé par ma collègue Lauriane, où on va travailler sur l'analyse de son environnement d'entreprise. On va étudier la concurrence et on va s'intéresser également à sa clientèle potentielle. L'étude de marché, elle vous permet ensuite eh bien, de prendre des décisions, de faire des choix stratégiques pour construire une stratégie marketing. Quel est le produit, le service que je vais proposer? Quelles vont être eh bien, ma politique en matière de prix, en matière de tarification? Quelle va être ma politique en matière de communication? Quelle va être ma politique en matière de distribution? Voilà, l'étude de marché, cette collecte d'informations que vous aurez fait, elle va vous permettre de faire ces choix sur eh bien, la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise. Et puis ensuite, bah, vous allez passer à la traduction chiffrée de votre projet d'entreprise. Vous allez passer à la mise en chiffres et on va réaliser ce qu'on appelle des prévisionnels financiers, des documents comptables prévisionnels qui vont vous permettre effectivement de définir quels sont les besoins de financement de votre projet, quelles sont les ressources de financement que vous allez pouvoir mobiliser pour lancer
l'entreprise. Et puis, vous allez aussi vérifier si votre projet est rentable. Donc, on va regarder quel est le chiffre d'affaires prévisionnel, quelles sont les différentes charges que vous allez avoir et s'assurer, in fine, que votre projet va permettre d'être rentable et donc de dégager des bénéfices. Une fois que vous aurez travaillé sur les prévisionnels financiers, eh ben, on va venir donner un cadre légal, on va venir donner une enveloppe juridique à son projet. Et certains ont peut-être déjà entendu parler de cette notion de statut juridique. C'est par exemple la SARL, la SAS, la micro-entreprise et les entreprises individuelles. Voilà, vous avez plusieurs possibilités de statut juridique qui vont aussi conditionner ce qui va se passer pour le dirigeant d'entreprise en matière de couverture sociale et de protection sociale. Et la forme juridique, elle viendra aussi impacter la fiscalité de l'entreprise, donc ce qui va se passer pour l'entreprise en matière de TVA et en matière également d'imposition. Donc tout ça, effectivement, c'est très lié. On parle effectivement de l'étude juridique, sociale et fiscale. Et tous ces éléments-là, vous allez les intégrer dans un document synthétique qui va venir présenter, récapituler, détailler votre projet d'entreprise. C'est le fameux business plan. Et c'est ce business plan que vous allez utiliser pour aller convaincre et pour aller donc présenter votre projet d'entreprise à des tiers. Et je pense notamment à un banquier si vous êtes en recherche de financement. Et une fois que vous avez obtenu les financements et que vous êtes quasiment prêt, voilà, à lancer l'entreprise et à démarrer l'activité, eh bien, on va passer quand même par une case qui est incontournable, qui est cette case des formalités administratives, qui va consister en fait à immatriculer l'entreprise pour qu'elle obtienne une véritable existence légale et qu'elle obtienne voilà, notamment son numéro SIRET. Et ce sont les éléments qui vont vous permettre d'attester de l'existence de l'entreprise, d'attester de la création effective et officielle de l'entreprise. Et une fois seulement, eh bien, on peut s'installer et on peut lancer l'entreprise et on peut lancer l'activité. Donc voilà pour résumer quand même les grandes étapes de la préparation et de la construction d'un projet d'entreprise. Et ça tombe bien puisque les webinaires Créa Campus Go, et j'espère que je ne me trompe pas Thierry, mais vont vous permettre voilà, de décortiquer chacune effectivement de ces étapes qui vont être voilà, abordées par chacune par des intervenants. Exactement. Et c'est pour ça que le Créa Campus est fait, on va dire, de manière chronologique. Au départ, on a commencé par de l'idée, enfin, une idéation et on ira Ouais. jusqu'au statut. Et effectivement, les webinars se suivent et suivent, on va dire, cet ordre logique. Il y a une logique, voilà, il y a une continuité de parcours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser la question du statut juridique de l'entreprise si on n'a pas défini ce qu'on vend, à qui on le vend, comment on le vend, et si on n'a pas chiffré effectivement son projet d'entreprise. Donc ce soir, on parle effectivement donc du sujet du business model, donc à travers le business model Canvas, et je vous pose la question, à votre avis, à quel moment, dans cette frise chronologique que je viens de vous présenter, à quel moment est-ce qu'on va se pencher sur le sujet du modèle économique selon vous, voilà, où est-ce que vous le positionneriez dans ces étapes? Allez, je vous fais participer. Maud, est-ce que vous avez une petite idée À la Sylvie prévision financière, prévisionnel financier. Eh ben Maud, vous êtes allé un petit peu loin. En fait, la notion de business model, ça va intervenir plutôt en amont, effectivement, du prévisionnel financier. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est-à-dire que on va venir préciser le concept de l'entreprise. On va venir formuler des hypothèses à travers donc le business model et vous allez ensuite les vérifier sur le terrain à travers l'étude de marché. Et l'étude de marché que vous avez menée, eh bien, elle va vous permettre en fait de corriger, de rectifier tout ce que vous aurez écrit dans le business model. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais, Maud, tout à l'heure. Le business model ne se réduit pas uniquement au sujet effectivement du financier. Ryan nous a rejoint. Eh bien, bienvenue Voilà. Ryan. Bienvenue, Ryan.
Je le disais, business model, modèle économique, ça a la même racine que le business plan, donc ne les confondez pas. Je le disais tout à l'heure, hein, le business plan, c'est vraiment le document, le dossier qui va venir présenter votre projet d'entreprise avec un ensemble d'éléments qu'on va retrouver dans le business plan. On va venir présenter les protagonistes, les porteurs de projets. Voilà, qui êtes-vous, d'où venez-vous, quel est votre parcours. Ensuite, on va venir y intégrer donc la notion de modèle économique et c'est ce qu'on va voir juste après. Puis vous allez présenter les résultats de votre étude de marché et la stratégie marketing et commerciale qui en découle. Vous intégrerez vos prévisions financières, vos décisions quant au choix de votre statut juridique, social et fiscal. Donc, on va venir en fait rebalayer tous les éléments qu'on a vus précédemment sur la préparation du projet d'entreprise. Alors, sur Créa Campus, il vous est demandé effectivement de produire un business plan qui fait une quinzaine, une vingtaine de pages, mais sachez effectivement que lorsqu'on accompagne, nous, des porteurs de projets vers la création d'entreprise, le document, il est effectivement un peu plus étoffé, une vingtaine, une quarantaine de pages, puisque si vous avez effectivement un banquier à convaincre pour venir financer votre projet de création d'entreprise, eh bien, il vous faut un document qui soit étayé et qu'on comprenne ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Donc ça, c'est la notion de business plan à ne pas confondre avec celle effectivement de business model, de modèle économique, où on va venir ici en fait présenter, détailler toute la logique générale de fonctionnement de l'entreprise. À travers cette notion de logique générale de fonctionnement de l'entreprise, en fait, on va venir chercher à préciser quel est votre concept d'entreprise autour de 3 axes. Il va s'agir effectivement de préciser comment votre entreprise, elle crée de la valeur. Et créer de la valeur, ça veut dire que votre entreprise, elle va venir proposer un produit ou un service qui va répondre à un besoin client. Donc l'enjeu, c'est de bien réfléchir à quel est le besoin auquel vous répondez, quel est le problème auquel vous allez apporter une solution, éventuellement quel manque également vous résolvez. Mais ça, effectivement, c'est vraiment cette notion de création de valeur qui est vraiment centrale dans le cœur du business model, du modèle économique. Et puis, à travers le modèle économique, on va regarder comment l'entreprise, elle va gagner de l'argent, comment est-ce que l'entreprise, elle va générer du chiffre d'affaires en vendant et en commercialisant son produit ou son service. Et puis, pour commercialiser son produit ou son service, l'entreprise, elle va s'appuyer peut-être sur des partenaires, elle va s'appuyer sur des ressources, elle va s'appuyer sur des compétences clés. Et donc, on va chercher effectivement à préciser comment l'entreprise, elle est organisée et quelle est l'infrastructure sur laquelle l'entreprise va reposer. Donc ça, ce sont les 3 grandes dimensions du business model d'entreprise. Et donc, pour retranscrire de manière simple le modèle économique d'une entreprise, on s'appuie sur un outil. Cet outil, c'est le Business Model Canvas que je vais donc vous présenter ce soir. Et comme il est de coutume d'indiquer ce qui appartient à César, le Business Model Canvas, il a été imaginé, il a été conçu par 2 chercheurs en management, chercheurs en stratégie d'entreprise, qui sont issus de HEC Lausanne, donc en Suisse, et ce sont Alexander Osterwalder et Yves Pigner qui ont imaginé, conçu ce business model Canvas. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter cet après-midi, ce soir, puisque c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de prendre en compte et d'expliciter votre modèle économique d'entreprise. Donc, voilà à quoi ressemble ce fameux business model Canvas. Donc, vous voyez, ce business model Canvas, il prend la forme d'un schéma, d'un tableau général, d'un canevas, d'une matrice à l'intérieur de laquelle on va retrouver 9 grandes cases, 9 grands blocs stratégiques et qui vont vous permettre en fait de couvrir toutes les dimensions, toutes les composantes de votre projet d'entreprise.
Et donc, l'objectif, effectivement, ça va être de prendre chacun de ces blocs, chacun de ces grands blocs stratégiques, et pour venir se poser en fait un ensemble de questions qui vont permettre en fait de décrire toute l'économie de votre projet d'entreprise. Le business model Canvas, comment est-ce qu'on va le lire? Je ne sais pas si on a des fans effectivement de culture japonaise, mais on va le lire un petit peu comme un manga. C'est-à-dire qu'on va commencer par la partie droite du business model Canvas, puis on va revenir vers la gauche, vers les blocs de gauche. Donc on commence de la droite et on va effectivement vers la gauche. Et donc moi, l'objet de ma présentation, ça va être de vous détailler chacun de ces 9 blocs stratégiques, puisque votre objectif à vous va être de remplir ces grands blocs stratégiques en répondant en fait à toute une série de questions, et encore une fois qui vont vous permettre de couvrir toutes les dimensions, toutes les composantes de l'économie de votre entreprise. Et donc c'est en cela que je disais que le modèle économique, le business model Canvas, c'est une retranscription de votre concept d'entreprise dans sa globalité. Donc le premier bloc par lequel on va commencer, c'est le bloc qui est tout sur la droite, qui est celui des clients. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par le bloc des clients? Tout simplement parce que une entreprise, ça peut paraître évident, mais une entreprise ne vit que par ses clients. Sans clients, vous n'avez pas d'activité et vous n'aurez pas de chiffre d'affaires. Donc l'importance est à donner tout d'abord à ce bloc-là, et on va regarder finalement à qui l'entreprise s'adresse, quel est mon marché, quel est le public que je vise. Petite question du coup que je vais vous poser, je vous fais participer. Quand je vous dis client, qu'est-ce que ça vous évoque? Qui sont vos clients? Comment est-ce qu'on pourrait les caractériser? Allez, je vous laisse la main. Soit via le chat, soit en prenant le micro. Je peux essayer, ouais. Ouais. Dans le précédent webinaire, on avait vu un peu justement le client, non, c'était quoi? Mm. Client et utilisateur, il me semble. Ouais. Donc il y a ces deux versions-là. Le client va pas forcément être l'utilisateur Mm. et l'inverse. Et Mm. du coup, on peut la qualifier comme ouais, l'utilisateur, du coup, le client. Effectivement, on va pouvoir effectivement, au niveau de ce bloc-là, faire la distinction entre effectivement le client et l'utilisateur. Le client, c'est celui en fait qui va acheter votre produit ou votre service. C'est finalement le payeur. Alors que l'utilisateur peut être effectivement distinct du client. Je prends effectivement l'exemple assez classique du jouet pour enfants. Dans le cas effectivement du jouet pour enfants, on a le client qui va être les parents. Ce sont eux effectivement qui vont acquérir, qui vont acheter le jouet pour enfants, alors que l'utilisateur, ce sera effectivement l'enfant. Et donc, on va se retrouver avec des arguments qui ne seront pas les mêmes pour séduire le client et qui ne seront pas les mêmes pour séduire effectivement l'utilisateur. Donc ça, c'est une première distinction qu'on peut faire effectivement au niveau des segments clients. Mais on a aussi une autre distinction. Moi, ce que j'ai envie de vous faire dire ici, c'est qu'on va viser différents types de clients. Ces différents types de clients, ça peut être déjà les particuliers. Est-ce que je m'adresse à une clientèle de particuliers? En d'autres termes, est-ce que je travaille en B2C, business to consumer? Mes clients, est-ce que ce sont des entreprises? En d'autres termes, est-ce que je travaille en business to business, en B2B? Une autre typologie de clients, ça peut être les collectivités, collectivités publiques. Et là, on parle de B2G, le business to government. Donc, dans un premier temps, sur ce bloc des clients, on va vous demander de venir préciser quel est le type de client que vous visez. Et j'ai envie de vous dire, soyez encore une fois précis dans ce que vous allez nous indiquer.
Le type de client visé, qu'on soit des entreprises, des particuliers, des collectivités, ça reste encore assez large, assez vaste. Donc, comment est-ce qu'on pourrait les caractériser? Eh bien, je vais vous demander, moi, de venir préciser le profil de ces clients. Et pour préciser le profil de ces clients, on va s'appuyer sur des critères de segmentation. Ces critères de segmentation. Par exemple, si vous adressez une clientèle de particuliers, vous allez peut-être vous adresser à des critères sociodémographiques. Donc, vous allez regarder le genre, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes. Vous allez regarder l'âge ou la tranche d'âge de vos clients. Vous allez regarder peut-être leur statut marital. Est-ce que je m'adresse à des célibataires? Est-ce que je m'adresse à des gens qui sont en couple? Est-ce que je m'adresse à des gens qui sont mariés? Est-ce que je vais regarder aussi quel est le lieu peut-être d'habitation de mes clients particuliers? Est-ce qu'ils habitent en ville? Est-ce qu'ils habitent à la campagne? Je peux regarder aussi quelle est leur catégorie socio-professionnelle. Donc, pour caractériser cette typologie de clients particuliers, moi, je vous invite vraiment à utiliser voilà, des critères de segmentation qui vont vous permettre voilà, d'affiner et de décrire plus précisément le profil de vos clients particuliers. Regardez aussi une dimension un petit peu plus psychologique. Quels vont être les comportements, quelles vont être les habitudes de vos clients, quelles vont être leurs valeurs, quelles vont être aussi leurs croyances. Donc là, on est sur une dimension un petit peu plus psychologique qui va vous permettre aussi de préciser le profil de vos clients. Si je prends un exemple pour définir voilà un segment de clients, par exemple voilà chez les particuliers, je sais pas, je suis L'Oréal et je décide de vendre un produit qui est de la crème anti-rides. Est-ce que vous pouvez m'aider à définir voilà un segment de clients? Je vous écoute. Comment vous caractériseriez un segment de clients pour L'Oréal qui souhaite vendre de la crème anti-rides? Sur la base des éléments que je viens de vous préciser en termes de critères de segmentation. Maud, Qui Ryan. veut, qui veut essayer? Ça peut Personne? pas être la tranche d'âge? Eh ben pourquoi pas? Ouais, effectivement. Ouais. Crème anti-rides, allez, je vais peut-être m'adresser aux femmes de 30-35 ans qui veulent effectivement prévenir l'apparition des rides. J'ai Ryan Euh, qui met les personnes âgées, parce qu'il peut pas parler, pareil, il est dans la ouais. bibliothèque. Alors les personnes âgées, c'est peut-être un petit peu tard, voilà, pour la crème anti-rides, mais on peut imaginer déjà qu'on va viser une clientèle plutôt féminine. Je parlais du critère du genre, donc peut-être plutôt les femmes, peut-être effectivement les femmes, encore une fois, de 30 à 35 ans, puisque l'objet, encore une fois, c'est de prévenir l'apparition des rides. Donc on veut utiliser ce traitement pour la peau en amont voilà, de l'apparition des rides. Peut-être qu'on va imaginer que ce sont des femmes qui sont plutôt urbaines, J'ai voilà, qui Ting vivent en Ting qui ville. me dit des femmes qui prennent beaucoup, enfin, qui prennent soin de leur peau. Ouais, ouais, tout à fait, Ting Ting. Donc là, on va être plutôt sur des comportements, on va être plutôt sur des habitudes. Donc ce sont des femmes, effectivement, qui prennent soin d'elles, qui prennent soin peut-être aussi de leur apparence, voilà, de l'image qu'elles vont renvoyer. Et donc, vous voyez qu'on a comme ça un premier segment client qui peut se dessiner. Encore une fois, des femmes entre 30 et 35 ans qui sont plutôt urbaines, qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leur apparence. Et là, ça vous permet déjà voilà, d'affiner et d'identifier un premier profil, un premier segment client. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question pour chacun de vos projets, chacun effectivement de vos entreprises. Essayez de définir précisément un segment de client, c'est-à-dire un groupe de clients, un groupe homogène que l'entreprise va servir. Il se peut d'ailleurs que vous ayez plusieurs segments de clients. Vous pourrez peut-être identifier un, deux, trois, 4, 5 segments de clients. Et vous, ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, vous allez dire, je souhaite cibler plus précisément tel ou tel segment client en priorité.
puisque leur besoin, il est plus fort et la valeur, le produit ou le service que je vais proposer, il leur est plus adapté. Donc voilà comment est-ce qu'on peut préciser son segment client quand on s'adresse notamment à des particuliers. Quand on va viser une clientèle d'entreprise, là aussi, encore une fois, dire je m'adresse aux entreprises, c'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop vaste, mais vous allez pouvoir définir peut-être des secteurs d'activité d'entreprise, voilà, que vous souhaitez viser. Donc, on peut raisonner par secteur d'activité, on peut raisonner aussi par taille d'entreprise en termes peut-être d'effectifs salariés ou en termes peut-être de chiffre d'affaires. On peut aussi raisonner en fonction aussi de la localisation géographique de l'entreprise. Et puis, vous pouvez aussi peut-être raisonner sur des critères peut-être voilà, d'ancienneté de l'entreprise, depuis quand est-ce qu'elle existe, depuis quand est-ce qu'elle est créée. Donc, voilà comment vous allez pouvoir préciser vos segments clients. Et pour préciser vos segments clients, le profil de vos clients, vous avez un outil que vous pouvez utiliser qui est le persona. Je crois que Lauriane l'a abordé dans le webinaire qui vous a été présenté la semaine dernière. Mais vous allez pouvoir caractériser chaque segment de client à travers un persona qui est finalement un avatar qui est quelqu'un qui va avoir un profil fictif, mais qui va venir voilà, représenter les traits saillants, les grandes caractéristiques de chacun de vos segments clients. Sur cette case segment client, donc voilà, soyez précis dans qui est-ce que vous adressez. Faites la distinction entre effectivement le client et l'utilisateur. Et puis, vous pourrez aussi peut-être réfléchir dans ce bloc-là à la notion de prescripteur. Est-ce que vous savez ce que c'est que le prescripteur? Je vous écoute. Donc Maud a dû s'absenter, donc il reste Jules, Ouais. Ryan et Ting Ting. Alors, Ryan dit non. Non. Alors, le prescripteur, c'est Non. quelqu'un vers qui le client va se tourner pour prendre conseil. Et donc, finalement, le prescripteur, c'est quelqu'un qui peut être amené à recommander voilà, votre produit ou votre service. Je prends l'exemple, voilà, tout le monde fréquente peut-être un dentiste. Eh bien, le dentiste, il peut être amené à recommander une marque de dentifrice ou une marque de brosse à dents. Donc, c'est ça, le prescripteur, c'est celui qui va vous recommander parce que finalement, bah, le client va venir prendre conseil et va venir écouter quelqu'un qui a effectivement cette petite autorité morale sur lui. Donc ça nécessite aussi de bien connaître comment fonctionne votre client et aussi vers qui il se tourne eh bien, pour prendre conseil et ensuite pour prendre des décisions. Est-ce que c'est clair pour cette notion de segment client? Ou est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, c'est clair. Selon le chat, c'est clair. Eh bien, je vais aller donc vers le bloc central de mon business model Canvas. Et sur le bloc central, vous avez ce qu'on appelle la proposition de valeur qui est représentée dans mon petit schéma par le cadeau. Donc ici, il va s'agir dans ce bloc central de venir préciser eh bien, quel est le cadeau, mais en tout cas, quelle est l'offre commerciale, qu'est-ce que vous proposez à votre client. Et donc, il va falloir préciser quel est le produit ou le service que je propose et le détail en fait des prestations que vous allez proposer. Quand on dit préciser le produit ou le service, n'hésitez pas à préciser aussi les caractéristiques voilà, de votre produit ou de votre service. Vous me dites demain, je vends voilà, des aspirateurs, et bien on va venir donner les caractéristiques du produit ou du service. Alors les caractéristiques clés, voilà, c'est peut-être son poids. Allez, mon aspirateur, il pèse 1,5 kg. Le moteur, il fait 2400 watts et mon aspirateur, il est équipé d'une coque insonorisée. Donc, je vais comme ça, voilà, préciser quelles sont les caractéristiques de mon produit et derrière, quels sont les bénéfices
que ça va apporter à mon client. Ici, je vous décrivais un aspirateur qui est voilà, plutôt léger, 1,5 kg, qui a un moteur de 2400 watts, donc on peut imaginer qu'il est ultra puissant. Et puis, il a une coque insonorisée, donc c'est-à-dire que l'aspirateur, il fait pas de bruit. Donc, je vais proposer voilà, à mon client, le bénéfice pour le client, c'est un ménage qui va être facilité, sans bruit et ultra puissant. Donc, regardez, voilà, précisez quelles sont les caractéristiques du produit ou du service que vous proposez et derrière, quels sont les bénéfices que vous allez apporter à votre client, qu'est-ce que ça va venir changer pour lui ou qu'est-ce que ça va venir lui faciliter. Donc, il s'agit ici d'indiquer voilà, votre offre, mon produit, mon service, ses caractéristiques et de pousser voilà, la réflexion, encore une fois, en disant quel est le besoin, qu'est-ce que je viens solutionner, quelle solution est-ce que j'apporte, quel manque est-ce que je résous et à quel besoin est-ce que je réponds. Et dans ce bloc-là, on va venir aussi indiquer quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise et qu'est-ce qui fait que finalement, on va venir utiliser votre entreprise, votre produit ou votre service plutôt que celui d'un concurrent. Et donc là, ça va faire appel à cette notion de différenciation. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? En quoi êtes-vous unique? En quoi êtes-vous différent? Quelle est votre spécificité? Quels sont vos avantages concurrentiels? Et donc cette étape-là, elle est vraiment importante puisqu'il va vraiment être très en lien avec l'analyse finalement de la concurrence et de regarder quelles sont les solutions, les offres qui sont déjà existantes sur le marché pour pouvoir vous indiquer quels sont vos critères de différenciation. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, non. Dans le chat, non. Ok. Donc, vous dire à ce stade-là du business model Canvas que le client, il vient pas seulement pour un produit ou un service et un prix voilà, que vous allez proposer, mais il va acheter une combinaison d'éléments voilà, qui vont répondre à un besoin. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la promesse. Demain, vous ouvrez une agence de babysitting et vous engagez à rendre accès une babysitter H24, 7 jours sur 7, eh bien, si un client vous appelle et que vous n'avez pas de babysitter qui est disponible eh bien, à l'instant T, malheureusement, là, vous avez fait une surpromesse, vous n'êtes pas capable de tenir eh bien, l'engagement que vous avez pris auprès de votre client. Et là, ça peut aller très vite à travers le bouche à oreille négatif qui va se mettre en place, à travers souvent voilà les réseaux sociaux, le web et les avis négatifs. Et très vite, ça peut être effectivement la spirale négative. Donc, il faut bien calibrer ici votre proposition de valeur, bien calibrer votre promesse pour ne pas être, dans cet exemple que je vous ai donné, ne pas être dans une surpromesse qui viendrait décevoir effectivement votre client. Donc, le bloc vraiment proposition de valeur, il est très lié et il est indissociable du bloc segment client que l'on vient de voir précédemment. Et puis, entre la proposition de valeur et les segments de clients, eh bien, on va regarder finalement les liens qui vont se construire entre mon offre dont je viens de vous parler à travers la proposition de valeur et les clients. Et les liens qui vont s'établir, eh bien, ils vont se faire à travers le bloc des canaux. Et dans les canaux, on va distinguer les canaux de distribution et les canaux de communication. À travers la notion de canaux de distribution, il va s'agir de réfléchir à comment est-ce que mon offre, comment est-ce que mon produit ou mon service atteint mon client. Et donc, on a plusieurs possibilités sur les modes de distribution qui sont envisagés. On peut avoir effectivement de la vente à domicile. Donc ça, ce sont les réunions Thermomix ou les réunions Tupperware. On peut avoir de la vente, par exemple,
en itinérance. Donc là, ça peut être le cas de quelqu'un qui va faire par exemple les marchés. On est en ce moment à la période de Noël, bah, vous avez voilà tous les marchés de Noël. Donc ça, c'est de la vente effectivement ambulante, c'est de la vente itinérante. Certains pourront choisir d'avoir effectivement de la vente en ligne à travers un site internet e-commerce, à travers une application. Je crois que c'était le cas de Maude avec son application voilà pour les étudiants. D'autres pourront décider de mettre en place une boutique physique, voilà, un magasin, voilà pour les différents types de distribution que vous pouvez envisager. Et bien évidemment, on n'est pas obligé de s'en tenir à un seul et unique mode de distribution. Je prends quelqu'un qui décide d'ouvrir voilà une brasserie artisanale. Comment est-ce qu'il peut vendre ses bières artisanales? Ben, il peut très bien décider de faire voilà les marchés. Et là, l'avantage, c'est qu'il est très en lien, il sera très en relation de proximité avec ses clients. L'inconvénient, par contre, c'est que ce sera allez, chronophage, puisque les marchés, voilà, ça prend du temps. Il faut installer le stand, il faut être présent, il faut ensuite remballer. Donc, on voit qu'il peut y avoir un avantage, c'est travailler la relation client, mais l'inconvénient, c'est que ça reste effectivement très chronophage. Je peux aussi vendre mes bières artisanales à travers un site internet e-commerce. Et donc là, charge à moi d'organiser eh bien toute ma vente en ligne, la gestion des stocks, la gestion des commandes, des expéditions, etc. Et puis, je peux aussi très bien décider d'ouvrir ou de passer par des distributeurs qui peut être par exemple une épicerie dans laquelle je vais pouvoir eh bien commercialiser mes bières. Donc on peut aussi imaginer d'avoir une distribution qui soit multicanale. Donc charge à vous effectivement de bien définir comment est-ce que votre offre elle va atteindre et elle va aller vers vos clients. Ensuite, on a dans ce même bloc qui est celui des canaux, on va se pencher sur la distribution, mais aussi on va se pencher sur la communication. Quels vont être les outils, les supports de communication que je vais mettre en œuvre pour toucher ma cible, pour toucher mes clients. Et donc là, ça suppose encore une fois de bien connaître quelles sont les habitudes de vos clients et bien de bien savoir qu'est-ce qu'ils vont utiliser eux comme moyen pour s'informer et l'enjeu pour vous sera d'être présent bien sur ces moyens-là. Donc on a effectivement des outils qui peuvent être des outils digitaux. Ça peut être un site internet, ça peut être un blog par exemple. Vous pouvez effectivement aussi utiliser voilà les réseaux sociaux, mais bien évidemment si votre client final c'est une petite mamie de 75 ans et qui vit plutôt en milieu rural et pour lesquels effectivement on n'a pas encore tout à fait un internet qui fonctionne très bien, eh bien vous doutez bien que vous n'allez pas utiliser TikTok pour promouvoir votre entreprise et votre activité, vos produits et vos services auprès effectivement de cette clientèle-là. Donc choisissez encore une fois les outils de communication qui vont vraiment être adaptés au profil, aux habitudes de votre cible. Vous avez donc les outils digitaux, mais la communication ne se réduit pas ou ne se résume pas au digital. Donc on peut retrouver aussi les supports publicitaires traditionnels. Je pense à la carte de visite, je pense aux flyers, je pense à la plaquette commerciale. Et puis, on peut aussi utiliser d'autres supports qui peuvent être, par exemple, la presse. On peut très bien imaginer soit bon d'acheter voilà un encart publicitaire dans la presse, mais attention parce que là pour le coup ça va avoir un coût pour vous, mais on peut aussi solliciter auprès d'un journaliste par exemple un publi reportage et donc pour avoir ce type de choses qui vous permet d'avoir voilà une visibilité dans la presse et là pour le coup c'est gratuit, vous enverrez peut-être eh bien un petit communiqué de presse à des journalistes dont l'attention sera effectivement retenue par ce que vous allez leur proposer et qui auront envie de faire un article sur vous.
Et puis au niveau de la communication, on peut aussi imaginer des événementiels. Je pense à la présence, par exemple, sur des salons. Ça peut être aussi des salons professionnels qui peuvent être effectivement l'opportunité de vous faire connaître. Ting Ting, sur votre projet, voilà, du mouche à rabier, vous évoquiez une cloison en bois. Est-ce que peut-être il y aura un intérêt à être présent sur des salons de type salon de l'habitat? Voilà, je me pose la question. Peut-être qu'il peut être intéressant d'être présent, d'avoir un stand pour avoir sur ce salon, eh bien, des gens qui seraient intéressés déjà par le sujet de comment j'améliore ou comment j'optimise mon habitat. Donc les moyens de communication, voilà, à vous de les réfléchir, mais en tout cas, il faut qu'ils soient adaptés à votre cible et au fonctionnement de votre cible. Je rappelle que la communication, elle va avoir plusieurs objectifs. Un objectif déjà, eh bien, de faire savoir. Donc là, on est plutôt sur de la visibilité, sur de la notoriété. Faire savoir qui vous êtes, faire savoir que l'entreprise, elle existe. Deuxième objectif de communication, bah, ça va être de faire aimer, de faire adhérer finalement au concept que vous proposez. Et puis le troisième objectif de la communication, ça va être de faire agir et notamment de faire passer à l'acte d'achat. Et donc là, on sera sur un objectif qui se veut voilà comportemental. Et pour que on a sur du faire agir, et bien votre communication, elle va intégrer ce qu'on appelle un appel à l'action. En anglais, c'est le call to action. Et donc vous allez avoir par exemple ce fameux contactez-nous, ce fameux abonnez-vous à notre newsletter, ce fameux télécharger notre guide ou télécharger notre livre blanc, mais vous allez avoir voilà un appel à l'action avec un verbe d'action et souvent une formule à l'impératif pour faire que votre communication, eh bien, elle puisse déclencher un acte de la part effectivement de votre client parce que sinon votre client, votre prospect, il va rester passif face à votre communication. Est-ce que c'est clair pour vous sur ce bloc-là? Eh bien, je vais continuer et on va aller vers le bloc effectivement de la relation client. Donc ici, il va s'agir de préciser eh bien quel est le type de relation que je veux établir, quel est le type de relation que je vais instaurer avec mes clients. Et on va trouver voilà plusieurs possibilités. Je pense à la relation en autoservice où là finalement c'est voilà votre client qui va se débrouiller tout seul, votre client qui va être autonome, qui va être indépendant. Vous avez l'exemple de plus en plus on le voit dans les supermarchés avec voilà les caisses automatiques, avec les scans par lesquels voilà le client n'aura plus besoin effectivement de passer en caisse. Donc là on a une relation qui est finalement de manière automatique, le client, il se débrouille tout seul et il est indépendant. A contrario, certains auront peut-être envie de construire une relation basée plutôt sur une assistance voilà personnelle, sur un vrai accompagnement humain. C'est ce qu'on peut voir par exemple dans le domaine du luxe où effectivement dans les magasins, vous avez une vendeuse qui va vraiment être dédiée au client, qui va le suivre dans tout son parcours d'achat, qui va lui amener le conseil, qui va effectivement lui tenir eh bien le panier, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur une relation qui sera plutôt très orientée sur l'assistance et sur l'accompagnement humain. Et puis, vous avez aussi des relations clients qui peuvent aussi se construire plutôt sur l'automatisation. Donc là, ça va être plutôt orienté avec des notifications, des emails automatiques, des chatbots. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et puis, pour certains, on aura aussi des relations qui vont se construire plutôt sur le principe communautaire, où là, je vais plutôt créer une communauté, je vais plutôt avoir des ambassadeurs voilà, de mon produit ou de mon service, et ils vont partager à travers des groupes, à travers des forums, à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est
comment est-ce que je veux entretenir, quel type de relation est-ce que je vais établir avec mon client. Et sachez que cette relation, elle va s'établir à 3 moments clés en fait de votre parcours d'achat. Déjà en amont, avant que le client n'ait eu affaire à vous, eh bien, il va falloir l'informer, il va falloir créer la relation de confiance. Souvent, là, on va chercher à communiquer des informations simples, des informations transparentes. Peut-être que vos clients, ils vont regarder les avis et les témoignages avant de venir toquer à la porte voilà, de votre entreprise. Donc, ils vont regarder la preuve sociale en ligne. Qu'est-ce qui se dit de vous? Donc, ça, c'est ce qui va se construire avant. Ensuite, au moment où le client il est en train de faire ses choix et on est pendant l'acte d'achat, eh bien, il va falloir peut-être voilà accompagner votre client. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour accompagner votre client? Et puis ensuite, à l'issue de l'acte d'achat, comment est-ce que je fais pour conserver le lien avec mon client? Comment est-ce que je fais pour le fidéliser? Comment est-ce que je fais pour maintenir ou pour suivre la relation avec mon client? Ça peut passer par un suivi post-achat, ça peut passer par un petit questionnaire d'évaluation ou de satisfaction, ça peut passer par un programme de fidélité que vous allez établir. Voilà, vous avez différents éléments que vous allez pouvoir utiliser. Donc la relation client, vous avez des outils, hein, voilà, la relation client, ça peut être la carte de fidélité, le parrainage, la mise en place de bons de réduction, ça peut être un FAQ, ça peut être voilà des guides d'achat, des newsletters, une hotline. Voilà, vous avez différents outils que vous allez pouvoir utiliser et mettre en place à ces différents moments de votre parcours d'achat, avant, pendant ou après. Camille, j'ai Euh, une demande. Est-ce que tu ouais, pourrais me masquer où c'est marqué arrêter le partage? Juste le masquer. ah ouais, ça marche. Merci. Voilà. La relation client, c'est aussi comment est-ce que je crée un capital sympathie avec mes clients. Donc typiquement, ça peut être le bonjour avant de rentrer voilà dans le magasin, mais voilà, je l'institutionnalise. Ça peut être aussi le petit café que je vais mettre en place dans les temps ou dans les moments d'attente. Voilà, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de construire vraiment la relation client. Et ce sont toutes les petites choses finalement auxquelles le client va être sensible. On avance et donc on va voir que finalement toute cette partie droite du business model Canvas, eh bien, elle va vous permettre derrière d'aller sur comment est-ce que je vais dégager des sources de revenus pour mon entreprise. Et à travers cette notion de revenus qui peut être un petit peu confusante, il va s'agir plutôt de modéliser quels vont être les flux d'entrée d'argent qui vont finalement vous permettre de constituer le chiffre d'affaires de votre entreprise. Donc, est-ce qu'il est plutôt question de vente? Mais voilà, qu'est-ce que je vends? Est-ce que je vends du temps? Auquel cas, je vends à l'heure, je vends à la journée, je vends mon temps à la demi-journée. Donc voilà. Est-ce que je vends à l'unité? Est-ce que je vends au forfait? Est-ce que je propose des abonnements? Les abonnements, ça peut être intéressant puisque finalement, vous allez avoir une récurrence et votre client, il va finalement voilà, vous rémunérer de manière régulière et c'est ce qui va venir sécuriser la trésorerie de l'entreprise. Donc, on peut imaginer un abonnement voilà, à la semaine, un abonnement au mois. Pour certains, ça pourrait être des revenus de location ou d'autres aussi pourraient percevoir voilà, des commissions sur les ventes. Donc, quelles vont être les différentes manières eh bien, d'approcher votre chiffre d'affaires? Comment il va se constituer votre chiffre d'affaires? Et puis, on pourra avoir pour certains, en fonction de vos activités, de la facturation annexe ou des options. Ça peut être effectivement des frais de déplacement que vous allez facturer, des frais d'installation ou des frais de mise en service. Ça peut être aussi vos frais de livraison. Et l'intérêt pour vous, effectivement, de les facturer, ça va vous permettre de couvrir des coûts réels. Réfléchissez aussi sur ce bloc-là, eh bien, à la façon dont vous allez facturer. Quelles vont être les modalités de paiement?
quand est-ce que vos clients ils vous payent? Est-ce qu'ils vous payent au comptant? Est-ce qu'ils vous payent tout de suite? Est-ce que vous leur accordez un délai de paiement? Si oui, quel est-il? 30 jours, 45 jours, mais ça va venir impacter la trésorerie de l'entreprise, donc attention effectivement à ce point-là. Est-ce que vous allez demander à vos clients eh bien, qu'ils vous règlent un acompte, peut-être au moment de la signature voilà, du devis. Donc, essayez de préciser les modalités de paiement. Réfléchissez aussi eh bien, aux moyens de paiement. Est-ce que c'est par virement bancaire que vous allez pouvoir être payé? Est-ce que c'est par carte bleue? Est-ce que c'est en chèque? Est-ce que c'est en espèces? Et là aussi, eh bien, questionnez vos clients, voyez quelles sont leurs habitudes, voyez quelles sont leurs manières de fonctionner pour que vous leur proposiez le moyen de paiement adéquat. Tout l'enjeu, hein, c'est effectivement de se faire payer par les clients. Donc ça, c'est effectivement la structure de coût, la source de revenus, pardon. Comment est-ce que, eh bien, je vais modéliser le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je continue et je vais peut-être vous laisser la main sur le sujet peut-être des ressources clés, qui est le prochain bloc que l'on va étudier sur le business model Canvas, où il va s'agir ici de définir de quoi l'entreprise elle a absolument besoin pour se lancer et pour fonctionner. Quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin et je vous écoute, voilà, pour vos projets. De quoi est-ce que vous pourriez avoir besoin pour lancer l'activité? Donc Jules ou Ting Ting sur le chat. Ouais, donc pour le projet La Mouche à Rabier, Ouais, je pense qu'il y aurait sûrement besoin d'un service de livraison euh, d'accord. pour le produit. Je pense que abonnement, il n'y a pas besoin, non. Location, ça peut, pour Alors, moi, je je pense suis, que ça je peut suis pas sur se le faire, blog, mais ouais, je suis sur le blog d'après, Jules. ah, De quoi ok. vous allez avoir besoin pour lancer l'activité, pour lancer l'entreprise en termes de ressources? Il vous faut quoi? Ah, donc vous parlez Des outils, du matériel? ah d'accord, ouais, donc de passer des ressources, oui, des matériaux et sûrement accès à des machines Mm, spécialisées pour de la mm. découpe. Ok. Ce serait Donc, ça il principalement. va falloir que vous précisiez, voilà, j'en arrive à ce bloc-là, les ressources clés, de quoi j'ai besoin pour permettre à mon entreprise de fonctionner, pour déjà lancer l'activité, lancer le business. Et en fait, vous allez avoir finalement différents types de ressources. Donc, on a évoqué avec vous les ressources matérielles. Est-ce qu'il me faut peut-être des outils, un outillage spécifique, des machines-outils, etc. Mais pour d'autres, ce sera peut-être un local qu'il faut que j'aménage, donc je vais avoir besoin peut-être voilà de mobilier, d'étagères, etc. Est-ce que j'ai besoin de matériel informatique, par exemple? Est-ce que j'ai besoin d'une caisse enregistreuse? Voilà, quelles sont les ressources matérielles sur lesquelles je vais avoir besoin de m'appuyer? Vous allez peut-être aussi avoir besoin de ressources immatérielles. C'est peut-être une marque, c'est peut-être un brevet, c'est peut-être un nom commercial, c'est peut-être des licences. Voilà, de quoi j'ai besoin pour lancer l'activité. Peut-être vous aurez aussi besoin de ressources humaines. Je vais avoir besoin de compétences, de profils, voilà, qu'il va falloir que j'aille chercher parce que je ne peux pas travailler tout seul au sein de mon entreprise. Donc voilà les différents types de ressources. Et puis vous avez aussi des ressources financières dont vous allez avoir besoin. Et là souvent elles sont un petit peu oubliées ces ressources financières, mais il va s'agir d'évoquer notamment la trésorerie de départ. Parce que c'est de se dire que je vais avoir peut-être des premières dépenses voilà, à engager, des premières factures à régler, parce qu'il faut peut-être que je règle un fournisseur, il faut peut-être que je règle le premier mois de loyer de mon local, mais je n'ai pas encore eu de première rentrée d'argent, je n'ai pas encore eu de premiers encaissements clients, peut-être parce que mon activité, elle peine à se lancer, ou tout simplement parce que je m'adresse à une clientèle d'entreprise et je leur ai accordé un délai de paiement de 30 jours. Et donc,
Cette trésorerie, ça va être finalement ce matelas qui va vous permettre de faire face à ces premiers décaissements alors que vous n'avez pas encore eu de premiers encaissements sur le compte de l'entreprise. Donc soyez prudents, soyez vigilants parce que voilà, cette trésorerie de départ, elle est importante et donc elle fait partie des ressources financières dont vous allez avoir besoin pour le lancement de votre projet. Donc pensez voilà, à bien lister toutes les ressources qui vont être strictement nécessaires pour lancer l'entreprise, pour lancer l'activité. Est-ce que si je fais du montage vidéo, il faut que j'ai un ordinateur performant? Voilà, ça peut être un exemple. Dans un secteur qui est très réglementé, est-ce qu'il me faut posséder voilà, une licence, des certifications? Ça, c'est un exemple aussi de ressources dont vous pouvez avoir besoin, qui sont des ressources clés. Et pour le coup, ce sont des ressources immatérielles. Est-ce que c'est plus clair pour vous, cette case, Jules? Oui, oui, maintenant je vois bien, je comprends bien. Ok, Merci. donc voilà. On va lister ce dont on a besoin pour démarrer, pour faire fonctionner l'activité, pour faire fonctionner l'entreprise. Euh, Prochain bloc, c'est celui des activités clés. Quelles sont les activités, quelles sont les actions qui va être indispensable de mener pour faire fonctionner mon entreprise? Alors, je vous pose la question, par exemple, Jules, vous qui aviez la main, euh, quelles sont les activités que vous allez avoir besoin de mettre en œuvre? Les activités. Est-ce qu'il faut fabriquer le mouche à rabier? Est-ce qu'il faut aller le poser? Est-ce que vous le développez? Est-ce que vous le concevez? Ah oui, ouais. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, oui, du coup, forcément le manufacturer et Ouais, oui, sûrement, ouais, venir en même temps le poser directement chez le client. ouais. Euh, et bah, ouais, après, ce qui est marqué sur forcément du marketing, etc. Donc l'enjeu ici, il va être vraiment dans cette case-là de venir poser déjà, certes, le cœur de métier de l'entreprise. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Est-ce que je fabrique? Est-ce que je produis? Est-ce que je vais livrer effectivement, voilà, chez mon client? Donc ça, ce sont vraiment, je dirais, votre cœur de métier. Mais on va regarder aussi tout ce qui va être à côté et qui va venir quand même s'intégrer dans le temps de travail de votre entreprise. Il faut quand même que derrière, je fasse de la prospection. Il faut derrière que je gère quand même mon administratif. Il faut que je gère ma communication. Il faut que je gère voilà ma comptabilité. Et je dirais que demain, tout ça, c'est dans votre quotidien de chef d'entreprise. Ce sont des actions qui sont indispensables. Donc, essayez voilà, de vous projeter sur quelles sont les actions, les activités clés que vous allez avoir à mener. Et bien évidemment, ça va être aussi de repérer celles que vous allez réaliser vous-même, celles peut-être que vous allez déléguer, celles que vous allez confier peut-être voilà, à des prestataires. Je prends l'exemple de ma coiffeuse qui est toute seule dans son salon de coiffure. Un des éléments quand même d'activité clé, c'est qu'il faut qu'elle puisse quand même répondre au téléphone pour prendre les rendez-vous et remplir son agenda avec les rendez-vous de ses clients. Mais ça, c'est véritablement pour elle une activité qui est clé, puisque si elle ne répond pas au téléphone, elle ne remplit pas son agenda de rendez-vous. Par contre, comme elle est toute seule, ça vient hacher voilà son temps de travail et c'est compliqué puisque quand elle est au bac ou quand elle est effectivement en train de s'occuper d'un client, c'est difficile de venir répondre au téléphone au bon moment. Et donc pour cette activité clé, elle a décidé de d'automatiser cette activité en s'appuyant sur une solution numérique, une solution de réservation en ligne qui fait que les clients
peuvent venir directement prendre leur rendez-vous en ligne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans de nombreuses activités liées au bien-être, par exemple. On va venir prendre de manière autonome son rendez-vous grâce à une application. Et donc, voilà comment effectivement on peut faire qu'une activité clé, qui est quand même un point central pour l'entreprise, eh bien, elle soit facilitée en venant effectivement l'automatiser grâce à une solution numérique. Donc, regardez voilà aussi comment vous pouvez faire pour vous faciliter l'entreprise et aussi pour voir comment est-ce que vous pouvez vous concentrer sur ce qui va vraiment générer de la valeur pour vous et vous aider à vous développer. La communication, faire des posts sur les réseaux sociaux, par exemple, on sait que c'est très chronophage, que ça prend beaucoup de temps. Et si vous êtes à faire la communication, vous n'êtes peut-être pas à faire voilà, de la prospection commerciale, vous n'êtes peut-être pas présent voilà, sur un salon professionnel, eh bien, vous avez peut-être des outils qui peuvent vous permettre, je pense notamment à l'intelligence artificielle, eh bien, de vous faire gagner du temps sur l'automatisation de cette tâche-là. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, très bien, oui. Ouais. Et donc, on va aller sur l'avant-dernier bloc, qui est celui des partenaires, qui va être de se dire effectivement, je suis pas tout seul au sein de ma structure, au sein de mon entreprise, et je vais m'appuyer sur des partenaires, sur des gens avec qui je vais collaborer, qui vont être des interlocuteurs essentiels de l'entreprise. Et donc, sur qui est-ce que je vais m'appuyer? Alors, ça peut être des fournisseurs. Alors, l'enjeu ici, c'est d'indiquer quand même les partenaires clés. Donc, votre fournisseur de papeterie ou de produits ou de fourniture administrative, voilà, c'est pas lui qui va être le plus important pour nous, mais on va se concentrer effectivement sur celui qui va être essentiel à votre cœur de métier. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des prestataires. Jules, vous pouvez très bien dire, je vais faire appel peut-être à des poseurs. Qui vont peut-être venir poser effectivement les cloisons plutôt que ce soit vous voilà, qui ne le fassiez. À vous de voir si vous souhaitez ou pas sous-traiter cette activité. Est-ce que je vais m'appuyer sur des partenaires institutionnels? Maud, dans son projet, peut-être que l'université, voilà, c'est un partenaire voilà, dans son projet. Donc voilà, sur qui est-ce que je vais m'appuyer pour me permettre de développer mon activité? Ces partenaires, pensez voilà à réduire voilà les risques. Je pense à ceux qui vont travailler peut-être avec un fournisseur unique. Attention, tout ce qui est unique est dangereux parce que si demain le fournisseur met la clé sous la porte, vous n'avez plus de solution. Donc attention à cet aspect-là. Comment est-ce que je réduis le risque et comment est-ce que je travaille avec ces partenaires? Est-ce que je mets en place un accord qui sera stipulé peut-être voilà dans un contrat de partenariat? Donc, précisez voilà, la manière dont vous allez collaborer avec vos partenaires. Et puis, on en arrive eh bien, à la dernière case du business model Canvas, qui est de se dire que voilà, pour faire fonctionner mon entreprise, eh bien, j'ai peut-être des ressources à acquérir et qui vont se traduire voilà, par des investissements. Jules, vous évoquiez tout à l'heure peut-être des machines à acquérir. Donc, ces investissements qui sont des biens que vous allez acquérir voilà, durablement, eh bien, ça va générer pour vous des coûts. Et puis, on va aussi avoir peut-être voilà, des coûts fixes ou des coûts variables parce que vous allez peut-être avoir effectivement des factures à régler. Et donc, ces coûts, ils vont venir intégrer finalement ce bloc-là qui est le bloc structure de coûts. Si une ressource clé, elle est indispensable, voilà, l'entreprise doit la payer pour l'obtenir, eh bien, ça va se traduire pour vous par des coûts, voilà, au sein de l'entreprise. Et donc bien évidemment, hein, vos sources effectivement de revenus, donc le chiffre d'affaires, doit vous permettre eh bien d'être au moins à l'équilibre, voire même de couvrir votre structure de coûts pour assurer une viabilité financière à votre projet. Donc voilà pour le business model Canvas. Donc si on synthétise et si on résume,
On va se poser effectivement en élément central le qu'est-ce que je vends, le quoi, voilà, quel est mon produit, quel est mon service, pourquoi je le propose, c'est-à-dire à quel besoin est-ce qu'il va répondre. On va adresser des clients, donc à qui est-ce que je m'adresse. Ensuite, eh bien, on va voir comment et combien effectivement ça me rapporte, comment va se constituer mon chiffre d'affaires. Et puis sur toute la partie gauche du business model Canvas, c'est de voir comment l'entreprise elle est organisée en termes de ressources, en termes de partenaires, en termes d'activités. Et eh bien, elles vont générer voilà des coûts pour l'entreprise, soit des investissements, soit des charges fixes, soit des charges variables. Donc voilà, vu ici de manière très schématique, tout votre concept d'entreprise qui est modélisé à travers le business model Canvas. Et donc, on arrive finalement sur les trois grands piliers. La désirabilité. Est-ce qu'on a des gens, est-ce qu'on a des clients, est-ce qu'on a des prospects qui veulent voilà mon produit ou mon service? Sur l'arrière, sur l'infrastructure et sur l'organisation, est-ce que je peux mettre en place voilà mon produit ou mon service? Et sur la partie inférieure du business model Canvas, eh bien, on a toute cette partie liée à la viabilité financière du projet. Est-ce que mon chiffre d'affaires, est-ce que mes revenus va me permettre de couvrir mes coûts afférents au lancement de mon entreprise, de mon activité et à son développement dans le temps? Voilà pour la présentation du business model Canvas. Donc moi, je vous invite à reprendre chacun de ces blocs et à venir eh bien, noter vos idées, noter vos hypothèses en reprenant à chaque fois ces grandes familles de questions que je vous ai posées. Et c'est voilà, le point de départ de votre projet. Et derrière, vous allez aller vérifier tout ça sur le marché à travers l'étude de marché, l'étude terrain que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Je vous avais mis l'exemple de Ryanair, mais voilà, on va pas avoir le temps de le présenter. Sur tout ce qui est business model Canvas, n'hésitez pas à taper sur Google le business model Canvas. Vous allez trouver la maquette telle que je vous l'ai présentée. Parfois même, elle est présente en version numérique et donc vous pouvez la télécharger et vous n'avez plus qu'à compléter les blocs, à compléter les cases. Et donc, vous avez les outils notamment de BPI ou de CCI France qui sont plutôt bien faits et qui vont vous permettre eh bien de télécharger le business model Canvas et de le compléter dans le cadre de vos projets d'entreprise. Et puis en réalité, hein, le business model, bah voilà, il n'est pas figé, il va évoluer. C'est-à-dire que vous allez le faire eh bien, au moment de votre création d'entreprise, mais peut-être que vous serez amené à le réinterroger au bout d'un an, au bout de 3 ans, ou alors lorsque vous aurez voilà une décision stratégique à prendre parce que vous voulez développer un nouveau produit ou un nouveau service, parce que vous voulez aller chercher un nouveau segment de clients, eh bien vous allez pouvoir réinterroger comme ça les 9 blocs eh bien du business model. Je crois que j'ai un petit peu dépassé le temps. Un petit peu, Thierry, mais c'était clair, qu'est-ce que tu me il n'y a dis? aucun problème. Bon, d'un petit quart d'heure, mais c'est pas bien grave. Ouais. C'est pas bien grave, Bon, au moins c'était très clair et je pense que est-ce qu'il y c'est a, de bonnes informations. est-ce qu'il y a des questions? Alors, Ting 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 qui me dit si j'ai des questions plus tard, comment je peux vous contacter? Eh bien, est-ce que Thierry, tu fais passer le support? Sur le support, il y aura mon mail avec mon numéro de Bien sûr, téléphone bien sûr, et puis mes coordonnées mail. Donc aucun ça problème. peut être ça. Ok, bah, je enverrai le support à Ouais. toute ma communauté, et puis je l'emmènerai aussi au niveau du Pépite Centre-Val de Loire, et ils Mm, pourront le retransmettre aussi par les chargés de mission. Aucun mm, problème. mm. C'est ce qui me semble le plus simple. Ouais, je pense, oui. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. C'est que tu as été très clair, Camille. C'est parfait. Eh ben alors, on peut couper l'enregistrement Alors, je vais couper l'enregistrement. Alors, attention. Attends, parce que pour maintenant, c'est à pas moi de qu'il y ait couper.